Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo extraordinaire où vous allez suivre mes aventures à travers l'Europe pendant plus de 1 mois, 1000 km entre Mulhouse et Bratislava. Mulhouse qui est une petite ville française située à la frontière avec la Suisse et l'Allemagne, pour aller jusqu'à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Tout ça en traversant la Suisse de gauche à droite, l'Allemagne de gauche à droite et l'Autriche de gauche à droite. C'est un voyage de plus de 1000 km extraordinaire qui nous attend sur l'Eurovélo 7, une des Eurovélos les plus connues, qui est tout simplement un réseau de pistes de vélo à travers l'Europe. Enfin bref, moi je vous laisse avec mon moi du passé qui va vous présenter quel matos j'ai pris pour ce voyage extraordinaire. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Salut, il est tôt le matin et je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mon petit voyage. En gros, il y a 3 catégories. Ici, c'est la catégorie pour pouvoir dormir avec un tapis de sol, un duvet et une tente. Ici, on a la zone pour bouffer. Il y a pas mal de trucs ici aussi, avec une popote pour pouvoir manger et cuisiner et une petite gazinière. Et finalement, en fait, la catégorie qui prend le plus de place, c'est de très loin, c'est les vêtements, avec tous les vêtements, les pulls, la serviette, etc., etc. Tout ça, ça prend énormément de place et c'est clairement le plus dur à emballer en fait. Je viens de réaliser un truc, c'est que le bateau là il bouge et il va de droite à gauche et de gauche à droite. Et en fait au-dessus il y a un câble qui va tirer le bateau. C'est un très vieux moyen de propulsion très simple pour pouvoir traverser des rivières sans avoir plein de bateaux avec des moteurs à l'intérieur. C'est utilisé depuis très longtemps et là effectivement ça a l'air d'être ce qui se passe. Et peut-être même là, je sais pas trop, non je suis pas sûr, ils ont des moteurs quand même. Vous savez quoi, hier il s'est passé une galère pour moi. J'étais en train de chercher un endroit pour pouvoir dormir vers 21h, 21h30, un truc comme ça. Quand il a commencé à pleuvoir, mais genre énormément pleuvoir. Il y a eu des orages et il a plu un truc de dingue. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé au camping le plus proche, histoire d'espérer pouvoir dormir tranquillement. Je suis arrivé ici vers 21h30, c'est un camping dans une ferme et tout. Je suis allé voir le mec à 21h30, je l'ai réveillé et tout. J'ai demandé s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'accepter. Du coup il m'a mis dans cette ferme, il m'a mis dans cette branche plutôt. Il y a de l'eau chaude, il y a même une douche et des toilettes incroyables. C'est assez basique mais c'est pile poil ce que j'avais besoin. Et en vrai ce mec il m'a sauvé la mise. Comme ça j'ai pu me faire à manger tranquillement, j'ai pu laver mes affaires qui étaient sales et tout. Et ça c'est quand même vachement cool, il m'a vraiment sauvé la mise. Et ça j'apprécie. Ça, c'est les chutes du Rhin. C'est une chute de 23 mètres qui est située pas très loin de Constance et du gros lac de Constance. C'est plutôt pas mal 23 mètres, surtout pour une rivière qui est aussi importante que le Rhin. Est-ce que vous voyez ça? C'est un distributeur de cigarettes. Il y a plusieurs marques, je les connais pas toutes, mais ça t'en trouves beaucoup à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, surtout en Allemagne. En fait, j'en ai trouvé 0 en Suisse, mais bon, en Allemagne, à la frontière, vers 5, 10 ou 100 mètres de la frontière, tu trouves plein de ces distributeurs. Il y a 2 jours, j'ai dû en trouver 7. Hier, j'ai dû en trouver 8, un truc comme ça. Aujourd'hui, ça doit être peut-être la 4e fois que j'en trouve. Et c'est quelque chose de très particulier, je sais pas du tout pourquoi. Peut-être que c'est parce que la Suisse est plus généreuse, que la Suisse est moins généreuse en termes de vente de tabac ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais c'est très facile d'en trouver, même si je trouve que c'est un peu stupide parce qu'on peut pas vérifier qui achète ces trucs. Donc c'est un peu bizarre au niveau de la loi. On peut pas vérifier que le mec a plus de 18 ans, mais chelou. Enfin bref. Le problème avec les cartes, c'est qu'on peut pas voir le relief et du coup on peut se retrouver en plein milieu d'un énorme tas de montagnes sans même faire exprès. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé ici. Regardez toutes ces montagnes qu'il y a. Il y en a partout, c'est génial. Et en plus, si on regarde juste ici, c'est un panneau qui a été fait pour l'Eurovélo 6, c'est écrit Horsterpunkt der Eurovélo 6 zwischen Atlantik und dem Schwarzen Meer. Autrement dit, le plus haut point de l'Eurovélo 6 entre l'Atlantique et la mer Noire. Et le pire, c'est qu'ici, on n'est pas très haut. On n'est que à 836 mètres de haut, à peu près. C'est vraiment rien du tout. Je veux dire, l'Everest, c'est 10 fois plus. Mais quand tu passes de 0 mètres à 836 mètres en vélo, putain, qu'est-ce que c'est dur. Oh, quelle galère. Je suis bien content de ne pas être passé par la Suisse quand même. Je sais pas si vous entendez, mais le train fait beaucoup de bruit. C'est tout simplement parce que c'est un train au diesel. Dans les régions montagnardes ou campagnardes, on va utiliser ce qu'on appelle des trains au diesel, tout simplement parce qu'on n'a pas le budget pour acheter des caténaires et en mettre partout pour faire fonctionner son train à l'électrique. Et là, c'est exactement ce qui s'était passé, vu que c'est dans une région assez peu peuplée, bah du coup ils n'avaient pas le budget pour pouvoir faire des trains électriques, et du coup les trains ils sont diesel.
Ah oui, et d'ailleurs, si vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pris le train en voyage en vélo, la raison est assez simple. La région qui est située entre Constance, qui est en Suisse, et Ulm, qui est en Bavière, est une région assez peu intéressante. C'est une région très montagnarde, peu densément peuplée et avec pas grand chose à voir. Il n'y a pas beaucoup de châteaux, il n'y a pas beaucoup de monastères ou autres, il n'y a pas beaucoup de musées. En bref, c'est pas vraiment une zone très intéressante à voir. Et surtout quand on est en vélo, c'est une galère pas possible. C'est des grosses montagnes et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la fin du trajet en train. Alors c'est une petite distance, hein, c'est 80 km, c'est ce que feraient des bons cyclistes en une journée. Mais quand même, j'ai décidé de passer ces 80 km en train plutôt qu'à vélo, en mettant mon ego de côté et en me disant que souffrir 80 km pour une région qui ne vaut pas la peine, c'était un petit peu bête. J'étais en train de me balader en plein milieu de la forêt entre Ulm et Augsbourg quand je suis tombé sur une petite boîte très chelou, je vais vous montrer. C'est écrit dessus, d'après Google Traduction, boîte de courage. Et sur le côté c'est écrit ouvrez-le et prenez ce que vous voulez. Et si on regarde la première page, on peut voir que c'est un petit hérisson et là-dedans c'est écrit le hérisson il a été bien fait, il a des pics et pourtant quand il tombe il meurt pas, etc. Comment ça se fait? Et en gros je sais plus comment c'est écrit, mais c'est écrit contactez Dieu. Allez sur le site des témoins de Jéhovah. Et c'est pareil pour toutes les fiches qu'il y a ici. Et il y a même des petits cadeaux et des trucs comme ça. Ça c'est du prosélytisme pour les témoins de Jéhovah, qui est une secte comme vous savez bien. Et c'est en vrai assez chelou de trouver ça ici. Je pensais pas qu'en plein milieu de la forêt, en plein milieu de l'Allemagne, je pourrais tomber sur une boîte qui mène aux témoins de Jéhovah. Mais bon, chelou quand même. Regardez-moi ça. Ça, c'est le château de Nymphenburg. C'est situé à Munich. Et c'est un grand château qui fait tout le tour comme ça. Et qui revient sur le centre qui est situé juste là. Il n'y a pas grand chose à dire, juste qu'il a été construit en 1664 pour en gros les chefs de la Bavière. Même aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai regardé sur Wikipédia, c'est écrit qu'il n'y a que 300 000 visiteurs par an, ce qui est en vrai pas grand chose. Je sais pas combien il y a de visiteurs à Versailles, mais il doit sûrement en avoir beaucoup plus. Alors même que ça, c'est sûrement peut-être le château le plus connu qu'il y a à Munich. Et je trouve ça un petit peu dommage. Il y a même des... Je sais pas si c'est des oies ou pas. Mais salut les gars. Exceptionnellement, je vais prendre une deuxième vidéo, je vais prendre un deuxième rush juste pour montrer quelque chose. Ça, c'est les jardins, vous voyez, je sais pas à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser évidemment à Versailles, peut-être même à Chantilly, ou même en fait à n'importe quel château français que j'ai déjà visité. Assez classique en fait. Mais en vérité, quand je regarde la façade du château, je me dis que en vrai, les châteaux français, bah, je les trouve quand même vachement meilleurs et vachement plus beaux. Le château de Nymphenburg est beau, certes, mais beaucoup moins riche que ne serait-ce que le château de Versailles, le palais des Glaces, bon, Chantilly encore une fois, mais aussi le château de Chambord et plein d'autres châteaux. Donc c'est un peu différent. Je me dis que les Allemands ont peut-être le plus de châteaux dans le monde, mais en tout cas nous on a les meilleurs. Et ça c'est plutôt cool. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est très beau. En plus juste à côté on a un magnifique musée qui est juste là. Et en plus si on se retourne une nouvelle fois, on a encore un autre musée juste là. Oh, elle est pas belle la vie. Regardez, c'est écrit FDP. Une grève PTDR. Ils ont jamais vu ça, je suis sûr. Ah là là. Et ils sont 150, grand max. C'est-à-dire vraiment pas grand chose. C'est à cause des élections, je pense. Les élections, elles arrivent bientôt. Alors, je suis allé sur leur site web, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais déjà, on peut voir que souvent, ils promettent, on peut voir pas mal de fois qu'ils promettent une chaîne de télévision, c'est Off 1, je sais pas comment prononcer. Et j'étais allé voir sur Wikipédia, c'était écrit contenu, théorie du complot et extrême droite. Déjà, je me suis dit, bon, je crois que je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Et si on regarde directement sur leur site web et qu'on traduit, c'est écrit mettre fin à la guerre économique comme une autre forme de guerre, bon pourquoi pas. Traitement public et fin de toutes les mesures Corona. Coût de l'énergie et de la vie abordable, bon ça d'accord. Libre décision de vaccination, liberté d'expression, la censure restreint le discours public, l'argent signifie la liberté et régional au lieu de global. Bon, à Munich,
Ils disent qu'ils sont ni droite ni gauche, mais vu qu'on est à Munich, il n'y a pas trop de doute pour savoir de quel côté ils sont. C'est probablement ce qu'on pourrait catégoriser comme extrême droite. Mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de chercher un peu plus que ça. Mais c'est quand même drôle. Toutes ces portes là-bas, il y en a plein, il y en a 137 en tout. C'est incroyable de dire que tout ça, c'est des portes de cellules comme celle-là. Bon, ça je vous l'avais pas dit, mais vous me voici au camp de Dachau, au camp d'extermination de Dachau. C'est pas le premier camp d'extermination nazi qui a été créé, mais c'était le plus gros et c'était l'exemple modèle pour tous les autres. Il date de 1933 et dedans il y a une grande exposition, une énorme exposition, beaucoup trop grande en fait, sur le régime nazi, sur l'extermination, sur le plan final, etc. Tout ça c'est entièrement gratuit. C'est très intéressant à visiter, surtout qu'on peut pas trouver ça partout. Et c'est plutôt cool. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même prévoir pas mal de temps. Mais ouais, c'est plutôt intéressant de voir dans quelles conditions ils vivaient. Et il y a pas mal de choses qu'on peut pas trouver ailleurs. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble à un camp d'extermination, en gros c'est juste des clôtures avec plein de baraques à l'intérieur. Ici il y a une baraque en forme de U. Et en fait oui, il y a juste plein de baraques par ici, par ici. Évidemment c'était détruit au fur et à mesure du temps. Et là-bas, derrière tout ça, il y a un lieu de mémoration, qu'on appelle ça. Un lieu de mémoire, un catholique, un protestant et un juif, je crois. C'est plutôt intéressant. Yo, ça fait quelque temps que je dors dans un mélange d'auberge de jeunesse et de camping qui s'appelle La Tente à Munich. C'est un endroit qui est vraiment super. C'est un mélange de plusieurs trucs. Tu peux avoir ta tente, tu peux dormir par terre, mais tu peux aussi dormir dans un dortoir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si on regarde bien, en fait, c'est juste plein de petits lits orange, les uns à côté des autres, avec des casiers pour pouvoir mettre ses affaires. C'est vraiment génial, parce que évidemment ça coûte rien du tout. Ça coûte à peu près le même prix qu'un camping. Alors même que là t'as un lit, t'as accès à des douches, t'as accès à de l'eau. Et surtout c'est un endroit, c'est un environnement qui est vraiment cool. Le soir il y a tellement d'ambiance, il y a une table de ping-pong, il y a plein d'endroits pour se poser. Bref, c'est un endroit qui est vraiment super si vous voulez passer du temps à Munich. C'est quand même plus fun si vous êtes à plusieurs. Mais surtout en ce moment il y a beaucoup de Français grâce au pass France-Allemagne. Bref, c'est un endroit que je trouve vraiment très cool. Et c'est pour ça que j'ai passé plusieurs jours à Munich. Et donc si vous voulez aller à Munich et que vous avez moins de 30 ans, n'hésitez pas à aller à La Tente à Munich. C'est un endroit qui est vraiment très bien. Regardez-moi ça c'est la ville de Passau. C'est une ville entre l'Autriche et l'Allemagne de 50 000 habitants à peu près. C'est une ville qui est vraiment cool. Là ici on a un centre qui est très touristique, très pratique pour marcher. Je sais pas comment ils font pour avoir des collines dans une ville comme ça, mais il y a des petites collines et tout. Il y a le deuxième ou le plus grand orgue du monde, je crois, dans la cathédrale qui est juste là. C'est logique parce que c'était une cité où il y avait qui était gouvernée par des évêques, plutôt par des archevêques, non je sais plus. Bref, là-bas ce qu'on voit ici jusqu'ici là, c'est ce qu'ils appellent un Kloster, ce qui est ironique parce que ça veut dire un monastère. Et surtout ici, si on regarde, on peut voir, je sais pas si on voit bien, mais la mélange entre deux rivières, une rivière qui est noire. Je crois que c'est le Danube. Et une rivière qui est plus marron merde, c'est l'Inn. Et il y en a aussi une troisième qui est là, mais on peut pas la voir. C'est pour ça qu'en allemand, on l'appelle la Dreiflugstadt, la ville aux trois rivières, et c'est un nom plutôt stylé. Et moi, en tout cas, là où je suis, c'est dans ce qui s'appelle l'Oberhaus. Alors, on peut pas trop voir évidemment où je suis dessus, mais c'est un énorme château qui appartenait à l'évêque, donc celui qui gérait l'endroit qui était ici. Et c'est magnifique, c'est très beau. Regardez, ici je suis sur une colline qui s'appelle Postlingberg, en haut de Linz, qui est la troisième ville d'Autriche. Et on peut voir vraiment que c'est une ville assez particulière, c'est pas une ville énorme, hein, mais voilà. On peut voir qu'il y a le Danube qui le traverse, on est au nord, donc il le traverse d'ouest en est, et de nord au sud par ici. Donc le centre-ville il est près du Danube, mais pourtant il n'y a pas énormément de maisons vers le nord. Le fait c'est surtout développé vers le sud, parce que c'est ici où il y a des collines. En fait, il y a des montagnes là et tout ici, là, et actuellement où on est. Ils n'ont pas pu trop se développer vers le nord. Du coup, c'est pour ça qu'on a un centre-ville qui n'est pas au milieu de la ville. Et le reste de la ville est bien plus au sud. Et c'est assez cool à voir. Et aussi, si on regarde de plus près, on peut voir... vers là, ici, il y a un musée d'électronique. Je vais voir si ça va être stylé. Ce qui paraît, ça a l'air d'être plutôt joli. Il n'y a pas énormément de choses à voir à Linz. Je sais pas pourquoi, alors qu'il y a quand même pas mal d'habitants. Mais voilà, je vais faire un petit tour, on va voir si c'est cool.
Et derrière moi, il y a un monastère ou une église, je sais pas. Dans certaines villes, ça pourrait facilement être une cathédrale. Ils aiment bien faire des monastères en plein milieu des grosses collines et tout ça. C'est très symbolique, c'est très beau. Et bon, c'est une phase très très classique en Autriche et en Allemagne. Du coup, j'ai un peu la flemme de rentrer dedans. Mais ouais, ça doit plutôt être cool d'être une sœur ou un frère et de se balader tous les jours et d'avoir une vue géniale tous les jours. Et en plus, ah oui, je l'ai pas dit, c'est qu'il y a un tramway qui passe. Il va du centre-ville qui est là-bas et qui remonte toute la montagne, à peu près, je sais pas, 300 mètres de dénivelé, un truc comme ça jusqu'ici. Ils disent que c'est le tramway le plus avec le plus gros dénivelé du monde. Enfin, pas dénivelé, mais qui monte le plus haut. Bon, ils avaient pas l'air d'être sûrs eux-mêmes. Peut-être que c'est le cas, j'en ai aucune idée. Mais je me demande comment est-ce que c'est possible et rentable de mettre un tramway en plein milieu d'une montagne. Ça coûte tellement cher et c'est tellement peu dense les montagnes que je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Mais au moins, je me dis que j'ai toujours rêvé d'avoir une maison à la montagne. Et ici, en vrai, ça serait un bon compromis avec une bonne montagne et quand même un tramway qui te permet d'aller au centre-ville. En 20 minutes, t'es au centre-ville, t'es là-bas, tu vois. Tu peux faire tes courses facilement. Tu peux habiter, etc. C'est cool. Et il y a même une université qui est un petit peu plus bas. Du coup, en vrai, avoir une maison ici, ça doit être le kiff et probablement un petit peu cher. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, putain? Expliquez-moi. What the fuck, mais qu'est-ce que c'est? Regardez ça, c'est le Hofburg. Ça fait pas mal de temps que je suis à Vienne. Et le Hofburg est situé en plein milieu de Vienne. C'est le palais Hofburg. Enfin, techniquement, vu que Hofburg veut déjà dire palais, ça veut rien dire. Donc c'est le Hofburg. La particularité du Hofburg, c'est que ça a été la résidence principale des Habsbourg pendant des siècles et des siècles. Et ils ont contrôlé une bonne partie de l'Europe. Ils ont contrôlé des parties de la France jusqu'à techniquement des parties de l'Empire ottoman. Et en fait, ils ont contrôlé dans les faits une bonne partie de l'Europe à un moment donné ou à un autre de l'histoire. Et du coup, en gros, l'histoire, c'est qu'au XIIIe siècle, ils ont commencé à récupérer plein de territoires dans ce qui serait aujourd'hui l'Autriche. Et du coup, ils ont fait leur propre région au sein du Saint-Empire romain germanique. Ils ont poussé pour que Vienne devienne la capitale parce que le roi du Saint-Empire romain germanique a souvent été des Habsbourg aussi. Et du coup, c'est comme ça que au XVIIIe siècle est créé le royaume d'Autriche-Hongrie, au XIXe siècle plutôt. En gros, le Saint-Empire romain germanique se pète la gueule. Et du coup, les Habsbourg en profitent pour créer leur propre royaume ici en Autriche, qui s'appellerait le royaume d'Autriche-Hongrie. C'est un énorme royaume qui part de l'Allemagne et qui va jusqu'en Turquie, en Russie et en Grèce. En gros, c'est un territoire énorme avec 11 nationalités. Ça devait vraiment être le bordel. Et du coup, c'est pour ça que Vienne est une ville aussi incroyable. Vienne n'est pas une ville énorme, il n'y a que 2,5 millions d'habitants. Mais ça reste quand même pas mal déjà comparé à la population de l'Autriche. C'est un petit pays, l'Autriche. Et du coup, le fait que ça a été la capitale d'un empire énorme fait que c'est son centre historique, et même un peu plus que son centre, est vraiment très luxueux, très très beau, plein de bâtiments blancs comme ça. Alors ça, c'est le palais, c'est un style un petit peu classique. Mais si on regarde dans les autres bâtiments, ça c'est un bâtiment aussi assez connu juste là, mais aussi n'importe quel appartement, ça me fait pas mal penser au style de beaucoup d'appartements parisiens, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est vraiment plein de magnifiques bâtiments blancs de 4-5 étages grand max, vraiment beau dans un style, dans un style un petit peu comme ça. Tout le centre-ville est comme ça, et même plus que le centre-ville, tout autour c'est pas mal comme ça aussi. C'est vraiment quelque chose de très très beau à visiter. C'est un peu comme Paris, je dirais, mais en plus joli et avec moins de Parisiens, avec moins de touristes, et c'est beaucoup plus fun à visiter. Et en plus, il y a pas mal de musées, et Vienne a été reconnue pendant pas mal de temps comme la capitale de la musique. Beaucoup de très bonnes personnes qui font de la musique sont passées par Vienne, donc c'est vraiment une ville vraiment cool. Il y a pas mal de gros bâtiments, sa mère, qui sont vraiment jolis, et c'est vraiment cool. Non, vraiment, Vienne est vraiment une très très belle ville, et c'est pas pour rien que c'était qualifié l'une des villes où il fait le plus bon vivre du monde, tout simplement. C'est vraiment assez agréable, je trouve. Bon, juste un petit défaut en tant que cycliste, c'est qu'il y a peut-être pas assez d'endroits pour garer son vélo, mais ça c'est aucun rapport. Ça reste une ville qui est vachement belle, qui a été pendant des siècles la capitale de
de la, comment on appelle ça, la capitale des germanophones. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique quand même. C'est pareil, perturbant. Je pense que si j'allume mon téléphone comme ça, je pense que si je l'allume, très très belle pièce.